Chapitre 12. Un défi pour Lucius. Partie 2. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Cette fois-ci, personne ne rit. Voldemort tourna lentement la tête et posa ses pupilles incandescentes sur Régulus, qui se trouvait juste à côté de lui. « Régulus, dit Voldemort de sa voix sifflante, aurais-tu l'amabilité de nous donner ton avis sur le débat actuel ?» Régulus eut l'impression d'être figé sur place. Il n'avait rien écouté du tout, trop occupé à éviter de croiser les regards féroces des hommes patibulaires qui l'entouraient et à serrer les poings pour empêcher ses mains de trembler. Il aurait voulu que quelque chose arrive, que le mur derrière lui explose, que le lustre tombe du plafond, n'importe quoi, pourvu que l'attention de la tablée se détache de lui. Mais les secondes passaient, le silence s'épaississait, et Voldemort continuait de le fixer. Plongé dans ses pupilles incandescentes, Régulus avait l'impression que son propre corps prenait feu. Il n'en avait rien montré, mais il avait été choqué par l'apparence de Voldemort. Bellatrix lui avait parlé d'un professeur fascinant, et quelques rumeurs avaient mentionné ses yeux rouges comme de la braise. Il s'attendait donc à rencontrer un homme, peut-être effrayant, mais tout de même un homme. Or, cette silhouette au visage reptilien et à la peau luisante comme de la nacre n'avait rien, strictement rien d'humain. « Régulus, je t'ai posé une question, » dit Voldemort. Bien qu'il fût à 1 mètre de lui, Régulus avait l'impression que la langue fourchue de Voldemort sifflait à quelques centimètres de ses oreilles. Il sentait même son souffle lui brûler la peau. Et soudain, alors qu'il s'abandonnait progressivement à la panique, il sentit la main de Bellatrix se poser sur son genou, et cela lui donnait la force de se ressaisir. « Je suis d'accord avec Bellatrix, » dit-il dans un sursaut de lucidité. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Voldemort continua de le fixer, et Régulus eut l'impression que des filaments de méduse se glissaient dans son esprit. Il essaya de les repousser, mais ils attaquaient de tous côtés, s'insinuaient dans les innombrables failles de son esprit mal exercé. Il vit se succéder devant ses yeux, comme des images imposées, des visages de ses 2 parents qui lui expliquaient comment se tenir devant le Seigneur des Ténèbres, comment s'attirer ses faveurs. « Attention à toi, Régulus, » entendit-il très nettement. C'était la voix de Voldemort qui avait parlé. Pourtant, face à Régulus, ses lèvres n'avaient pas remué. « Je sens ta réticence. Je sens qu'une part de toi souhaiterait partir loin d'ici. » Puis il vit, en pensée, l'image de la main de Bellatrix sur son genou. Il la vit allongée sur son lit, au 12 square Grimord, en train de lui raconter ses exploits, les yeux brillants. « Bellatrix est ma plus fidèle associée, et je ne voudrais surtout pas que tu la distrais. » Régulus sentit les grosses gouttes de sueur perler le long de sa colonne vertébrale. Il mourait d'envie de s'enfuir, mais tous ses muscles étaient tétanisés. « Elle et tes parents seraient tellement déçus s'ils savaient à quel point tu manques de courage. Toi qui fais tant d'efforts pour les impressionner, pour leur prouver ta valeur. » D'autres images se succédèrent dans son esprit. Il se vit en train d'attraper le vif d'or au-dessus du stade de Quidditch, en train de fabriquer des potions cachées dans les toilettes du 3e étage avec Severus, puis en train de recevoir les congratulations du professeur Slughorn. Il essayait d'interrompre le défilement de ces images, car il savait pertinemment que Voldemort les voyait aussi. « Si tu crois que je suis aussi facile à satisfaire que le professeur Slughorn, tu te trompes lourdement, » dit la voix de Voldemort à l'intérieur de sa tête. « Fais attention, Régulus, fais attention à toi. Ne t'avise pas de me causer du souci, ou bien tu le regretteras amèrement. » Sur ces mots, Voldemort se détourna et Régulus respira enfin librement. Il regarda furtivement autour de lui, mais personne n'avait rien remarqué de l'échange qui venait d'avoir lieu.
Et faisant effectivement semblant de rien, Voldemort se mit à converser avec les autres membres de la tablée. « L'idée du pensionnat Wimbley me plaît, déclara Voldemort. Comment est-il protégé ? Par un mur de tentagriffes, maître, dit Abraxas Malfoy. Une plante redoutable, sans tronc ni feuilles, simplement des tentacules couvertes d'épines acérées et prêtes à déchiqueter quiconque s'en approche, en dehors de ceux qui ont été autorisés par sa directrice. Et pour la fête de Noël, Eleanor Wimbley y ajoutera sans doute un puissant sortilège de protection. Très bien. Que proposez-vous pour les franchir dans ce cas ? Je crois que j'ai la solution, maître, lança Piscus Crabbe avant que quiconque ait pu proposer quoi que ce soit d'autre. Tout le monde se tourna vers lui, sauf ceux qui avaient peur de regarder son globe oculaire entièrement noir et ses 4 rangées de dents. Mais je ne peux vous l'exposer devant tout le monde. Il faut que cela reste entre vous et moi, maître. Vous comprendrez lorsque je vous aurai expliqué. Soit, accepta Voldemort. Approche et explique-moi. Piscus Crabbe se leva et s'approcha de Voldemort de son pas lourd, en faisant traîner derrière lui son long manteau de cuir doublé de fourrure. Le miroir qui surplombait l'immense cheminée de marbre trembla dans son cadre lorsqu'il passa devant. Il se pencha vers Voldemort et lui murmura des mots inintelligibles à l'oreille pendant une bonne minute. Et au fur et à mesure qu'il parlait, le visage de Voldemort s'illuminait d'un éclat malveillant. « Tu es plus intelligent qu'on ne le croirait, Crabbe, » le félicita Voldemort lorsqu'il eut terminé. « Très bien. Je te confie la réalisation de ce plan si ingénieux. » Il balaya l'assistance du regard, et Narcissa crut le voir s'attarder sur elle, puis sur Vera Goyle, mais se persuada d'avoir rêvé. Il prononça quelques mots à voix basse pour lui-même. « Le pensionnat Wimbley, donc, oui, cela me semble être une bonne idée, mais alors, il faut choisir quelqu'un pour... Et si... Oui, après tout, pourquoi pas ? Je serai fixé. » Autour de lui, personne n'osait parler car chacun craignait d'être à son tour la cible de son regard flamboyant. « Lucius !» Trop occupé à fulminer à propos de la raillerie que lui avait lancée Yaxley quelques minutes plus tôt, Lucius sursauta. « À toi de nous éclairer de ta divine intelligence, » continua Voldemort. « Qui devrait choisir, à ton avis ? » « Je vous demande pardon, maître. »« Eh bien, je vois que notre conversation n'est pas digne de ton intérêt. Nous allons attaquer le pensionnat Wimbley dans 4 jours, » déclara Voldemort. « Il faut donc que quelqu'un soit désigné pour la noble tâche de tuer la directrice, la fameuse Eleanor Wimbley. À ton avis, Lucius, qui devrais-je choisir ? » Lucius se tourna furtivement vers Narcissa, l'air sincèrement embarrassé. « Ce n'est pas à Narcissa que je pose la question, » rappela Voldemort sur un ton faussement aimable. « Il se dégonfle, » coassa Yaxley. Lucius se redressa donc et déglutit avec difficulté. À côté de lui, son père restait soigneusement immobile afin de ne pas être accusé d'avoir influencé sa décision, mais chacun devinait que par sa simple présence, il pesait de tout son poids sur le verdict qui allait tomber. Hector et Rascus Crabbe, les 2 jumeaux, s'agitaient sur leur siège pour attirer l'attention de Voldemort et avoir une chance d'être désignés pour cette mission prestigieuse, dans le cas où Lucius serait écarté. Lucius prit plusieurs inspirations, puis, une fois qu'il eut rassemblé tout son courage, il se décida à parler. « Si vous m'accordez cet honneur, maître, je serais ravi de m'en occuper personnellement.
dit-il en essayant de ne pas regarder Narcissa. Voldemort leva le menton, l'incitant à argumenter sa décision. « Je connais déjà les lieux, » appuya Lucius. « Je m'y suis déjà rendu, pour une simple visite d'intimidation. Madame Wimbley est une puissante sorcière, mais grâce aux précieuses leçons que vous m'avez données, je crois pouvoir l'affronter. » Voldemort le regarda intensément pendant plusieurs secondes, et Régulus devina qu'il le mettait en garde, lui aussi. Lucius tressaillit de façon presque imperceptible, mais soutint son regard. « C'est parfait, » dit finalement Voldemort. « Et, puisque les crabes voulaient tant participer à cette noble tâche, ils se joindront à toi, Lucius, et auront pour mission de te protéger et de t'aider à atteindre ton but. » Les deux jumeaux échangèrent un regard entendu, et leurs lèvres charnues dessinèrent le même sourire malveillant. « Puisque tout est convenu, nous nous retrouverons ici dans 4 jours, quelques heures avant notre exploit. D'ici là, tâchez de prendre des forces, mes amis. Les heures du pensionnat Wimbley sont comptées. » Les mange-morts partirent un par un, excités pour certains, angoissés pour d'autres. Bellatrix se proposa pour accompagner Régulus au 12 square Grimord, car il était pâle comme un linge et ne semblait pas vraiment réceptif aux arguments que Bellatrix avançait pour le rassurer. Lorsqu'il ne resta plus que les 3 autres habitants du manoir autour de la table, Abraxas Malfoy frappa du poing sur la table et se tourna vers son fils pour laisser éclater sa colère. « Maintenant que nous sommes seuls, mon fils, explique-toi. Puis-je savoir quelle mouche t'a piqué pour me contredire ainsi devant tout le monde ?» La peau ridée de son visage était agitée de spasmes et ses cheveux blancs comme neige frémissaient de fureur. Au cours des longues années passées à subir ces accès de colère, Lucius avait compris qu'il ne servait à rien de répliquer et garda patiemment le silence. En revanche, Narcissa n'était pas aussi avertie que lui et s'interposa immédiatement. « Ces arguments étaient sages, » s'écria-t-elle. « Détruire ce pensionnat ne nous mènera à rien du tout. Et maintenant, par votre faute, la vie de Lucius est en danger. »« Silence !» hurla Abraxas. « Apprends à rester à ta place, femme, et cesse de manipuler mon fils comme tu le fais. Par ta faute, il s'est ridiculisé devant le Seigneur des Ténèbres. »« Je vous interdis de parler à Narcissa de cette manière, » protesta Lucius en se levant. Abraxas Malfoy se leva à son tour et toisa les 2 époux qui lui faisaient face. « Vous êtes tellement puérils, tous les deux, » cracha-t-il. « Vous vous prenez pour des rois, mais vous n'êtes que de gamins pathétiques qui prétendez jouer à la guerre. Et toi, Lucius, tu es un faible, un lâche, c'est lamentable. Crois-moi, de toute ma vie, je n'ai jamais eu aussi honte. » Lucius accusa le coup. Narcissa resserra sa prise autour de son bras, mais il ne sembla pas s'en apercevoir. Abraxas leur tourna le dos et s'éloigna en s'appuyant sur sa canne et en marmonnant des paroles indistinctes. « Je ne vous décevrai pas, père, » dit Lucius alors qu'Abraxas s'apprêtait à sortir de la pièce. « Je le ferai, je vous le promets. » Abraxas s'arrêta sur le seuil de la porte sans se retourner. « C'est dans ton intérêt, car si tu échoues, ce n'est pas la peine de revenir ici, » déclara-t-il, et il disparut dans le couloir. Pendant que Lucius et Narcissa se remettaient difficilement de leurs émotions, Abraxas se rendit directement dans sa bibliothèque afin d'y trouver un peu de calme. Mais, à son grand déplaisir, Prisca l'accueillit par une flopée de remontrances. « Abraxas !» piailla-t-elle de sa voix haut perchée. « Vous voici. Vera vient de me raconter ce qui vient de se passer. Je suis outré. »« Taisez-vous, Prisca, » murmura Abraxas d'une voix très lasse. « Par pitié, taisez-vous. »« Vous allez donc sacrifier votre fils pour cette quête insensée? Avez-vous perdu la tête ?»« Il me remerciera plus tard, Prisca. Oui, s'il réussit, le Seigneur des Ténèbres fera de lui son favori, et ce, durablement. » «
Et s'il échoue, imaginez qu'il soit tué. Eh bien, c'est qu'il devait en être ainsi, s'énerva Abraxas. C'est qu'il n'était pas digne de porter mon nom. Abraxas, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas penser quelque chose d'aussi horrible. Vous devez ressentir de l'amour pour lui au fond de vous. Je crois bien que non, soupira Abraxas Malfoy. L'idée est difficile à accepter, mais après toutes ces années, il faut faire face à l'évidence. Je n'aime ce garçon d'aucune façon. Enfin, s'emporta Prisca. Mais c'est insensé. Il s'agit de votre fils unique. Il est tout ce qu'il vous reste d'Athénaïs. À ces mots, Abraxas Malfoy se redressa avec une vigueur étonnante et pointa un doigt menaçant vers le portrait de Prisca. « Arrêtez d'invoquer Athénaïs comme prétexte pour justifier tous vos reproches. Ma femme bien-aimée est morte pour mettre au monde ce garçon qui, quoi qu'il fasse, restera le fruit des pires heures de mon existence. Et il ne tient rien d'elle, Prisca, rien. Pas le moindre trait. Il l'a fait disparaître. » Sa canne frappa le sol avec tant de force qu'une maquette de voilier tomba de l'étagère et se brisa en morceaux sur le sol, sans que Prisca ni Abraxas ne s'en rendent compte. « Mon Dieu !» murmura Prisca. « Vous êtes en train de le punir pour un crime qu'il n'a pas commis. Abraxas, mon pauvre ami, qu'est-ce que le chagrin a fait de vous ?»« Assez, Prisca, assez !» D'un geste sec et imprévisible, Abraxas saisit le pommeau de sa canne et tira fermement dessus pour extraire sa baguette de son étui. Prisca n'eut même pas le temps de protester. Il fit un mouvement du poignet et pointa sa baguette sur le portrait. « Abolesco !» cria-t-il. Et dans un concert de crépitements, la toile du portrait prit feu. Le visage de Prisca fut avalé par l'obscurité, et une cascade de perles et de pierres précieuses tomba du portrait noirci. Presque immédiatement, l'elfe Lidélis ouvrit la porte inquiète. « Maître, j'entendais du bruit. Oh, maître, le portrait de votre ancêtre, qu'est-il arrivé ?»« Dehors !» hurla Abraxas. « Qu'on me laisse en paix !» Il fit un geste vers la porte, et elle se ferma d'elle-même avec fracas, manquant d'écraser les doigts de Lidélis. Abraxas chancela sur ses jambes et dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. D'une main tremblante, il tira une chaise et s'y laissa choir en gémissant. Il regarda la porte pour s'assurer que personne ne l'avait rouverte, puis tira sur une petite médaille cachée dans son col, la fit rouler entre ses doigts pour mieux observer le visage féminin qui y était gravé. Un instant, ses traits se crispèrent comme s'il allait pleurer, et il posa une main sèche et ridée sur ses yeux. Mais il se ressaisit, serra les dents, releva la tête, regarda le trou béant et noirci qui se tenait à la place du portrait de Prisca Malfoy, et d'un coup sec, il arracha le médaillon et le jeta dans la cheminée. Les jours qui suivirent se passèrent, évidemment, dans une atmosphère plus que tendue. Abraxas Malfoy ne leur adressa plus la parole. Lucius était silencieux, concentré, ses pensées dirigées tout entières vers l'échéance à venir et vers la terrible mission qu'on lui avait confiée. Quant à Narcissa, elle restait prostrée, catastrophée par l'imminence de l'attaque, incapable de réfléchir à un moyen d'empêcher le carnage ou de convaincre Lucius de renoncer. Elle essaya plusieurs fois de le raisonner, mais l'angoisse rendait ses propos incohérents et contradictoires. Et de toute manière, l'orgueil de Lucius avait déjà pris le dessus sur la prudence. Il ne supporterait pas d'admettre qu'il avait peur. Par ailleurs, même après leur violente dispute, il restait prêt à tout pour satisfaire les désirs de son père. Le soir du 24 décembre, les deux jumeaux crabes vinrent le chercher devant le manoir. Ils étaient tous les deux encagoulés et tous de noir vêtus, mais reconnaissables à leur carrure hors du commun, à leurs petits yeux noirs et à leurs lèvres charnues. « C'est l'heure, Malfoy !» dit Hector, le plus féroce des deux.
Veillez sur lui, les supplia Narcissa. Par pitié, faites qu'il ne lui arrive rien. Ne t'en fais pas, on le lâchera pas d'une semelle, ricana Rascus Crabbe. Lucius embrassa Narcissa sans s'attarder, puis revêtit une cagoule noire et prit la tête des crabes pour s'enfoncer dans la nuit, sa silhouette élancée, encadrée par les deux colosses. Après le départ de Lucius, Narcissa resta un long moment dans le hall d'entrée, assise sur une chaise, anéantie. Elle n'accordait aucune attention aux mange-morts qui affluaient chez elle et repartaient, après avoir discuté de leur stratégie d'attaque. Au bout d'un temps indéfini, elle entendit des pas se rapprocher d'elle et une voix agréablement familière la sortit de sa léthargie. « Si ?» Elle mit quelques secondes à réagir, et lorsqu'elle leva les yeux, elle aperçut le visage souriant de Daisy. « Daisy, tu es revenue ?» Daisy eut un petit rire. « Ne me regarde pas comme ça. J'ai l'impression d'être un fantôme. Oui, je suis revenue. Maman m'a raconté ce qui s'était passé il y a quelques jours. On ne pouvait pas te laisser. Si. » Il aurait été difficile pour Narcissa d'exprimer à quel point elle lui était reconnaissante à ce moment précis. « Vera est là aussi ? Elle est en chemin. » Narcissa hocha la tête, hébétée. « Lucius est là-bas, » dit-elle finalement. C'était la seule phrase que son esprit parvenait à formuler. « Oui, nous nous sommes tous embarqués dans une sale affaire, » dit Daisy, « mais l'attaque ne peut qu'échouer. Le pensionnat est bien trop protégé. Tu verras, ils ne tarderont pas à rentrer tout penauds, et dans quelques heures, tout sera derrière nous. » « Et Lucius sera peut-être mort, » dit Narcissa d'une voix éteinte. « Mais non, il saura se défendre, j'en suis sûre. Allez, viens, allons nous installer près du feu. » Elle se leva, et Daisy la complimenta à propos du sifflet vert qui pendait à son cou. « Tu as bien fait de le porter, ton sifflet, aujourd'hui. Ça te donnera du courage. »« J'appellerai bien Balor pour qu'il carbonise tous ces imbéciles, » murmura Narcissa. « Ne dis pas de bêtises, je te rappelle que nos dragons ont la violence en horreur. Ce serait contre leur nature. Pense plutôt aux promenades aériennes que nous irons faire, peut-être même dès demain, si nous en avons le courage. Allez, viens. » Daisy l'emmena vers le salon. En ouvrant la porte, Narcissa réalisa que certains mange-morts n'étaient pas encore partis pour le pensionnat Wimbley. Elle aperçut Abraxas Malfoy et Rodolphus Lestrange penchés sur un papier froissé, l'air très contents d'eux-mêmes. Piscus Crabbe était à côté d'eux, mi-satisfait, mi-grognon. Et enfin, Bellatrix leur faisait face, révoltée. « C'est hors de question qu'elle aille là-bas !» s'insurgea violemment Bellatrix au moment où elles entraient. « Allons plutôt trouver ces deux bestioles et soumettons-les au sortilège de l'Imperium. Ce sera bien plus simple. »« C'était mon idée initiale, » râla Piscus Crabbe. Ses joues étaient rougies par le vent, ses mains récemment éraflées et son manteau était trempé. Il venait manifestement de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Mais il semblait surtout fâché d'avoir dû partager cette mystérieuse idée avec Abraxas et Rodolphus Lestrange. « J'ai sillonné les falaises toute la nuit, » dit-il avec amertume, « mais ces deux monstres sont absolument introuvables. » « Même si tu les avais trouvés, leur esprit est extrêmement résistant au sortilège de l'Imperium, » ajouta sèchement Abraxas Malfoy. « Et ils n'obéissent qu'à leur maître, ou leur maîtresse. » Bellatrix se renfrogna et croisa ses bras sur sa poitrine. « Quoi qu'il en soit, Rodolphus n'avait pas le droit de fouiller dans ses affaires, » grommela-t-elle. « Je lui en ai donné l'autorisation, » répliqua Abraxas Malfoy. Lorsque Narcissa et Daisy entrèrent dans leur champ de vision, tous les regards se tournèrent vers elle, et Narcissa comprit qu'elle était concernée par les dernières phrases qui venaient d'être prononcées. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « De quoi parlez-vous » Personne ne répondit, mais tous ceux qu'elle détestait avaient le sourire aux lèvres, ce qui n'augurait rien de bon. « Tiens,
Mais Daisy est là aussi, se réjouit Piscus Crabbe. C'est encore mieux. Et pourquoi donc? Bella, explique-nous. Bellatrix prit un air coupable et détourna le regard. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Demanda Narcissa en désignant le parchemin froissé qui attirait tant l'intérêt des trois hommes. Venez voir par vous-même, lui proposa Abraxas Malfoy. En s'approchant, Narcissa sentit le sang quitter son visage. Elle avait reconnu le sceau en forme de hibou. Il s'agissait de l'invitation qu'Eleanor Wimbley avait glissée dans sa poche le jour où elle s'était rendue au pensionnat avec Lucius. Daisy s'empara du parchemin, et après l'avoir lu en diagonale, elle devint aussi pâle que Narcissa. « Si, dit-elle sous le choc. Tu ne m'avais rien dit. Je ne savais même pas que tu avais visité cet endroit. » L'existence de ce parchemin était complètement sortie de l'esprit de Narcissa, mais à force de fouiller les poches des vestiaires, Rodolphus Lestrange et son frère avaient dû finir par la trouver dans la cape qu'elle avait mise ce jour-là. « Voilà notre billet d'entrée pour le pensionnat Wimbley », commença Abraxas Malfoy avec un sourire glacé. « Je ne comptais pas accepter cette invitation, » protesta Narcissa. « Et pourtant tu vas y être obligé, » ricana Rodolphus Lestrange. « Comme quoi, il est parfois utile de pactiser avec l'ennemi, » renchérit Abraxas Malfoy. « Je n'irai pas là-bas, » se révolta Narcissa. « C'est absolument hors de question. »« Ah bon? Tu ne voudrais pas recevoir une autre médaille de courage ?» s'exclama Rodolphus Lestrange en sortant de sa poche une médaille argentée. « Rendez-moi ça !» Narcissa essaya de s'emparer de la médaille, puis du parchemin, dans le but de le déchirer en morceaux. Mais Rodolphus Lestrange l'esquiva, et Piscus Crabbe roula soigneusement le parchemin et le glissa dans sa poche. « Bella, aide-moi !» ordonna Narcissa furieuse. Bellatrix secoua la tête, les yeux vissés sur le tapis. « C'est la seule solution, Sissi, capitula-t-elle. Il faut détruire ce pensionnat. Je vous préviens, si vous voulez rentrer en même temps que nous, c'est peine perdue. Les tentagriffes vous déchiquetteront en quelques secondes. Et qu'est-ce que vous voulez que nous fassions quand nous serons rentrés dans le pensionnat? Une fois à l'intérieur, nous ne vous serons plus d'aucune utilité. Pour ma part, je n'ai quasiment pas pratiqué la magie depuis ma sortie de Poudlard. J'ai très certainement perdu la main. »« Oh, loin de nous l'idée de forcer les tentagriffes, » gloussa Abraxas Malfoy. « Et, en effet, vos talents magiques vous seront parfaitement inutiles. En réalité, vous n'aurez même pas besoin de vos baguettes. »« La seule chose que vous devrez faire, c'est détruire le sortilège de protection qui entoure le pensionnat, » cracha Rodolphus Lestrange. « Nous nous occuperons du reste. »« Ah oui, et peut-on savoir comment nous allons nous y prendre? D'après la Gazette du Sorcier, le sortilège a été mis en place par Dumbledore lui-même. On ne peut rien imaginer de plus puissant. » Narcissa se tourna vers Daisy et s'aperçut que celle-ci était pâle comme un linge. Et pour cause. Elle venait de comprendre quel rôle atroce les trois hommes avaient décidé de leur donner. « La réponse à vos questions se trouve autour de votre cou, Narcissa, » l'informa Abraxas Malfoy. « C'est ce cher Piscus qui a eu cette idée brillante. » Piscus Crabbe s'avança vers Narcissa. Ses 4 rangées de dents paraissaient encore plus pointues que d'habitude, et son globe oculaire entièrement noir luisait d'un éclat malfaisant. Tétanisée, Narcissa le vit saisir entre ses énormes doigts le sifflet au reflet vert qu'elle avait suspendu à son cou et l'agiter devant elle. « Voilà notre arme secrète !» exulta-t-il avec un sourire mauvais. « Qui oserait affronter des tentagriffes doublés d'un champ de protection surpuissant, à part 2 énormes dragons prêts à tout pour retrouver leur maîtresse adorée? Allez, en voiture toutes les 2 !» Il abattit ses 2 énormes mains sur les épaules de Daisy et de Narcissa, et malgré leurs protestations virulentes, il les entraîna vers l'extérieur.